Bonjour à vous, donc je vous propose cette fois-ci un oral type bac, une explication linéaire en fait sur Thérèse d'Esquerroux, le chapitre 9, c'est le texte qui a été proposé aux élèves. Je ne le lis pas, mais je commence directement l'explication de texte par souci de rapidité. Donc c'est un texte qui est écrit par François Mauriac, un écrivain catholique du XXe siècle, qui est essentiellement un romancier réaliste. Dans ce roman, Thérèse d'Esquerroux, il raconte l'histoire d'une femme qui a tenté d'empoisonner son mari et donc qui est jugée pour ce délit. Et le roman s'ouvre sur le procès. On comprend ensuite quelle est l'histoire de cette femme à travers une analepse, c'est-à-dire qu'on repart de son enfance pour comprendre quelles sont les raisons de cet acte. Et puis ensuite, on va reprendre le fil de la narration, c'est-à-dire que le temps du récit va coïncider avec le temps de la narration, et on va retrouver en fait le temps présent d'après le procès pour suivre la destinée de cette femme après ce procès. Le texte en question, il porte sur ce moment de coïncidence entre les souvenirs qui ont été déroulés et le retour au moment d'après le procès. La problématique qu'on peut donc traiter pour ce texte, ce serait en quoi ce passage thématise-t-il le pouvoir libérateur de la parole. Parce qu'en effet, dans la première partie de la ligne 1 à 13, on a une parole qui est désirée, une parole qui est voulue, qui est espérée même. Et puis dans la partie 2, de la ligne 14 à 19, cette parole, elle est même projetée, elle est concrètement imaginée, elle est programmée. Et malheureusement, dans la ligne 20 à 25, c'est une parole qui va être empêchée. Donc on peut faire coïncider cette volonté de se libérer par la parole avec le fait que la personne, donc en l'occurrence Thérèse d'Esquerroux ou d'Esquerroux, a été relaxée après son procès. Donc tout d'abord, la première partie, dans la ligne 1 à 13, la parole espérée. Thérèse d'Esquerroux vient donc d'être relaxée, elle n'a pas été condamnée pour la tentative d'homicide sur son mari, sur Bernard d'Esquerroux. Et la première phrase est d'ailleurs en ce sens positif, puisque c'est Thérèse souriait. On a une importance forte ici des temps, on a un mélange d'imparfait de l'indicatif et de plus que parfait de l'indicatif, les plus que parfaits indiquant un aspect accompli de l'action, et il montre qu'une résolution a été prise de la part de Thérèse. Mais déjà, son espoir est anéanti, c'est le terme qui est au cœur de la phrase suivante, avait réduit à néant, puisque c'est la seule approche de son mari qui réduit à néant donc son espoir. On a encore ici un plus que parfait qui montre qu'il y a un avant et un après l'apparition de son mari. Le passage ici il va y avoir un passage ici au présent de vérité générale, les êtres que nous connaissons le mieux, etc., qui est fini par une exclamation et qui marque un regret. On a le retour vers le passé d'avant la déception juste après, donc en fait on a une confusion des temps, une espèce de brouillage temporel, puisqu'on repart au plus que parfait, puis on revient au présent, donc ça on a un mélange de différents temps, un parfait de l'indicatif, plus que parfait, passé composé, présent conditionnel, comme ça se succède, on ne sait plus où on est, en fait entre le souvenir, entre le moment présent et dans le conditionnel le futur projeté espéré, l'hypothèse imaginée. Et puis il y a une question qui va intervenir. Au vrai, Bernard l'écouterait-il seulement? C'est une question qui peut sembler rhétorique, mais en fait qui ne l'est pas, parce que c'est une véritable question que se pose Thérèse. Et on se rend compte à ce moment-là qu'en fait on était face à un passage au discours indirect libre. On était dans le discours intérieur que Thérèse se tenait à elle-même, qui peut rappeler d'ailleurs cette figure du discours indirect libre, les passages de Flaubert dans Madame Bovary, où il y a un brouillage entre le discours intérieur d'Emma et la réalité. Et donc ici on passe de ce discours discours indirect libre par contre, de Thérèse, à une description de la pièce dans laquelle elle se trouve avec son mari, et à la description du comportement de Bernard, son mari. On a l'impression d'ailleurs d'une geôle, d'une prison, parce qu'il y a des connotations très négatives, humide, basse, pourrie, le plancher est pourri, la pièce est humide et basse, et on a l'impression d'un Bernard qui tourne en rond comme un geôlier qui serait en train de surveiller sa prisonnière. On est même dans une situation de face à face, comme dans un duel. On passe de la focalisation interne de Thérèse à celle de Bernard, on passe d'une tête à une autre en fait, puisque après la question au vrai Bernard l'écouterait-il seulement, succède l'idée que il ne regardait pas sa femme, tout plein des paroles qu'il avait longtemps préméditées, ça elle peut pas le savoir. Donc c'est le narrateur qui nous introduit dans la pensée de Bernard en focalisation interne, et le passage d'une focalisation interne à une autre marque donc la focalisation omnisciente
inconsciente du narrateur. Il y a une symétrie entre ces deux personnages parce que Thérèse, elle aussi, savait ce qu'elle allait dire à travers ce aussi, cet adverbe. On montre que les deux personnages se font face et se ressemblent quelque part, mais ils se ressemblent ici pour mieux s'affronter. La fin du paragraphe, ce sera là encore l'advenu du présent de vérité générale. La solution la plus simple, c'est toujours à celle-là que nous ne pensons jamais, avec cette tournure emphatique du c'est, donc du présentatif c'est, plus le démonstratif, le pronom démonstratif celle-là, suivi de que. Donc on a une manière d'insister sur cette solution la plus simple et de proposer une leçon, une morale finale au paragraphe. Donc on a ici une première partie qui est un passage qui prépare un duel, et ce duel c'est en fait le climax du roman, c'est ce qu'on attend depuis le début du roman, l'affrontement, le moment de vérité entre Thérèse et son mari, entre le bourreau, c'est-à-dire Thérèse, et la victime que serait son mari, puisqu'elle a tenté de l'assassiner. Dans un deuxième temps, on passe de la parole espérée à la parole projetée, à la parole concrètement imaginée, puisque on passe au discours direct. Il est amené ce discours direct par un verbe introducteur, le verbe dire, et au moyen d'une proposition juxtaposée qui est elle allait dire. Alors dans elle allait dire, il y a beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'on a déjà la tournure aller du verbe aller plus l'infinitif, qui est une tournure du futur proche en français, mais ce futur proche est contredit immédiatement par l'usage de l'imparfait de l'indicatif. Elle allait dire. Donc on sent déjà qu'on est dans un futur empêché. Et on est retourné ici dans la focalisation interne, puisque c'est un discours intérieur de Thérèse, c'est pas un discours qu'elle tient à Bernard, encore c'est un discours qu'elle espère, qu'elle imagine tenir à Bernard. Et on voit ce passage au discours direct à travers le changement d'énonciation, notamment. On passe de la troisième personne du singulier au je et au vous. Je disparais, ne vous inquiétez pas. Ce passage au discours direct commence donc par une déclaration d'intention au présent de l'indicatif avec une apostrophe de Bernard, je disparais Bernard, et qui est suivi immédiatement par un présent de l'impératif, ne vous inquiétez pas pour moi, qui montre quand même une certaine volonté de la part de Thérèse de prendre le contrôle, de reprendre le pouvoir peut-être sur les choses, et à ces impératifs vont répondre ensuite une tournure là aussi injonctive, jussive, avec le que plus subjonctif, que ma fille même ne sache plus mon nom, que je sois aux yeux de la famille comme si je n'avais jamais existé. Donc on a dans ce passage une parole qui est préméditée, qui déplace en fait le face-à-face de Thérèse et Bernard vers un face-à-face de Thérèse avec la nature, puisqu'elle indique qu'elle a été créée à l'image de la nature, qu'elle va se fondre en fait dans la nature. C'est plus qu'un face-à-face, c'est plutôt une fusion, une volonté finalement d'anéantissement, là encore, de la part de Thérèse et de retrait du monde, mais cette parole va être impossible, et cette impossibilité, elle a déjà été annoncée en réalité dans le aller dire et puis par le paragraphe précédent. On arrive donc au dernier moment du texte, dans la troisième partie, une partie qui montre la parole empêchée. Cette troisième partie, elle commence par « et », la conjonction de coordination, qui, curieusement, aurait pu être remplacée par une conjonction de coordination adversative comme « mais ». En réalité, il n'y a pas d'opposition ici, puisqu'on a senti dès le départ que la parole n'allait pas pouvoir être dite, et pourtant, c'est là que cela va être confirmé, elle ne va pas pouvoir parler. Le verbe introducteur, c'est toujours le verbe « dire », mais cette fois-ci, on passe de « elle allait dire » à « elle dit », donc de ce qui a été imaginé à ce qui est fait, et à ce verbe dire, ce verbe dire est précédé plutôt par la tournure elle ouvre la bouche, Thérèse ouvre la bouche. Ça pourrait être une périphrase synonymique de dire, mais en fait pas du tout, puisque là elle ouvre la bouche presque pour ne pas parler finalement, pour dire très peu de choses par rapport à ce qu'elle avait projeté. On a une réduction forte de la parole effective par rapport à la parole projetée imaginée. On passe de je disparais, etc., les 5 lignes, à laissez-moi disparaître Bernard. Il n'y a que ça. Et on passe finalement du présent de l'indicatif je disparais Bernard à l'impératif laissez-moi disparaître Bernard, impératif qui est vraiment très atténué parce que c'est un impératif non pas d'ordre mais de prière, et qui est associé au verbe laisser, qui manifeste qu'en fait c'est Bernard qui a le contrôle. Et on constate donc un gros écart entre l'imagination et la réalité. D'ailleurs, la phrase suivante est mise à la ligne 21, et elle marque une rupture. La réaction de Bernard est immédiate. Il réagit non pas aux paroles, mais au simple son.
Donc, au son de cette voix, il n'écoute même pas ce qu'elle dit en fait, rien que le fait qu'elle ait pris la parole suffit à ce qu'il ait une réaction très vive, très violente. Il se retourne, donc là on est passé au présent et au passé composé, on a changé de système de temps quand même. Hein. Et il marque, là s'est retourné aussi une rupture, on anticipe ici un refus dans ce retournement de Bernard. Finalement, l'image qu'avait Thérèse de Bernard, elle aussi s'est retournée. Elle doit faire le deuil de l'image idéale qu'elle avait, de l'image de conciliation, de pardon qu'elle pouvait avoir imaginée. Et donc à la ligne 22, de nouveau changement de ligne, on a accès à cette réaction violente et rapide de Bernard. On a presque une métaphore du taureau qui charge, puisque Bernard se précipite, il a les veines de la face gonflées, en fait il n'a même plus de visage, il a une face maintenant, et il ne parle plus mais il balbutie. Tout cela met à bas les espoirs de Thérèse. On a une série d'interrogations oratoires. Quoi, vous osez avoir un avis, émettre un vœu. Donc, bien sûr, ce sont des questions qui n'appellent pas de réponse, elles servent juste à humilier sa femme. Et il succède des phrases averbales, assez, pas un mot de plus, et un ordre, une injonction à l'obéissance, avec la négation restrictive ne que, vous n'avez qu'à écouter. D'ailleurs, cette injonction à obéir est insistante, il y a 3 formulations synonymes, vous n'avez qu'à écouter, qu'à recevoir mes ordres, à vous conformer à mes décisions irrévocables. Donc en plus décision irrévocable, il y a vraiment ici des figures de l'insistance hein, dans la rhétorique de Bernard. Donc ici on voit en conclusion de cette 3e partie que par son insistance, Bernard muselle sa femme, ou entend museler sa femme, qui est ainsi réduite au silence. En conclusion générale de cette étude de texte, de cette explication linéaire, on peut observer et retenir 2 choses. La première chose, c'est que les parties ici ne sont pas équilibrées, mais sont de moins en moins longues, sont de plus en plus courtes, et cette réduction des parties est mimétique de la parole de Thérèse qui s'amenuise, qui s'appauvrit et qui va presque jusqu'à disparaître puisqu'on lui demande pas un mot de plus. En fait, c'est aussi programmatique de la suite du roman puisqu'elle va presque physiquement disparaître, elle va être claustrée, enfermée par son mari qui va l'affamer et elle va beaucoup maigrir et va manquer de mourir. Donc on a ici quelque chose qui est vraiment un tournant dans le roman. Et puis la deuxième chose à observer, c'est qu'il y a une insistance de Bernard qui est assez forte et même presque ridicule en un sens. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de dire 4 fois la même chose, enfin 3 fois, même 4 fois avec irrévocable qui s'ajoute à décision, en fait c'est parce qu'il essaye non pas de rappeler le contrôle qu'il a sur les choses, mais de reprendre le contrôle. Donc il a perdu son contrôle. Il a failli être assassiné par sa femme. Donc il sait finalement que Thérèse lui a déjà échappé, qu'elle est plus libre que lui. Donc finalement Thérèse a gagné son combat contre son mari en cherchant à l'assassiner, puisqu'on comprend à travers cette scène que ce n'est pas elle le bourreau, c'est elle la victime, et qu'elle a juste essayé de se libérer de l'emprise de Bernard et de l'enfermement dans lequel il la maintenait. Malheureusement, la société la renvoie à cette réclusion, et elle va devoir vivre avec ici une nouvelle aliénation qui va être une aliénation punitive, puisque Bernard va entendre lui faire purger une peine qu'elle n'a pas que la justice n'a pas prononcée en réalité, donc il se fait le justicier à la place de la justice. Voilà pour cette explication de texte qui est un peu longue, qui fait 13 minutes. Donc bien sûr vous ne pourrez pas faire ça au bac, mais j'espère que ça vous a néanmoins éclairé sur le sens de ce texte et sur la manière dont aborder l'explication linéaire.